Bonjour à tous. Nous allons maintenant faire le retour sur le devoir 4 qui n'était pas facile, j'en conviens, à la fois techniquement parce qu'il fallait faire beaucoup de thèmes. Ça posait probablement des problèmes à beaucoup de monde. C'était la première fois que vous utilisiez la fonctionnalité arbre ou en fait, je dis arbre, c'est pas, moi je vous avais dit de le faire dans le texte, mais en tout cas où il y a des mots qui vont s'écrire sur votre bureau, dans des dossiers, etc. C'était pas évident, hein, je pense. Et en plus, il y avait un tas de décisions à prendre, ça demandait beaucoup de jugement. Donc, on va faire un retour sur le devoir. Vous aviez quelque chose à faire en réalité sur le semi-sextile, déterminer s'il était harmonique ou dissonant à partir des célébrités que je vous avais données. Je vous ai donné 14 exemples. Et ensuite, vous deviez le faire sur 14 sujets que vous connaissez personnellement à propos du quinconce. Ce même exercice est-il, selon vous, harmonique ou dissonant? Donc, commençons avec le semi-sextile. Les noms que je vous avais donnés sont à l'écran présentement, l'abbé Pierre, Maurice Béjart et ainsi de suite, jusqu'à Charles Trenet. Et vous avez les mots harmoniques actuellement que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que si le semi-sextile était harmonique, l'abbé Pierre, ça voudrait dire jugement, commandement, franchise, patience, et ainsi de suite. Maintenant, j'avais des mots harmoniques, c'était sur 2 pages. Et ensuite, on avait dissonant. Si le semi-sextile devait être dissonant, on aurait encore le mot détermination, détachement, réflexion, timidité, des mots qui sont peut-être un petit peu plus problématiques avec des recoupements. Il y a parfois les mêmes mots, évidemment, mais ça, on est familier avec ça. On sait très bien que dans un carré, il peut y avoir les qualités du trigone et inversement. Donc, c'était, et pour vous aider, je vous avais donné une liste de mots. Vous mettez pour l'abbé Pierre, par exemple, côte à côte, les mots harmoniques et les mots dissonants. Et vous surlignez, par exemple, en jaune, les mots qui ne se répètent pas. Autrement dit, si le semi-sextile est harmonique, ça veut dire que l'abbé Pierre a du jugement et que ce mot jugement n'apparaît pas de l'autre côté. Autrement dit, en surlignant en jaune uniquement les mots qui ne sont pas répétés, ça vous permet de mieux discriminer. Je ne sais pas si je l'explique bien. Par exemple, on va y aller à l'inverse. Le mot détermination n'est pas surligné parce qu'il apparaît à la fois dans le descriptif dissonant et dans le descriptif harmonique du semi-sextile. Le mot détermination, il va apparaître plus bas. Là. Donc, il n'est pas, à ce moment-là, il n'est pas surligné. Le mot réflexion apparaît dans les 2 cas aussi, donc il n'est pas surligné. Les mots surlignés sont ceux qui apparaissent juste une fois. Et c'est ceux-là qui me permettent justement de discriminer, puisque le reste est pareil. Et vous voyez quand même qu'il y a quand même beaucoup de jaune. On peut même alléger le tout. J'ai trouvé une méthode pour carrément enlever les mots. Regardez, jugement, il est en jaune. Conservatisme, il n'est pas surligné. Mais vous allez voir que dans la feuille suivante, conservatisme a été éliminé. Et puis là, j'ai gardé jugement. Donc, là, à ce moment-là, l'œil est moins sollicité. Cette idée-là, en fait, cette façon de travailler, c'est Vital qui a pensé à ça, qui m'a donné l'idée de le faire. Moi, je le faisais autrement. Vital m'a donné l'idée de faire ça. C'est sûr que c'est une bonne idée. Il a fait ça dans Excel. Peut-être que vous avez trouvé votre méthode à vous pour faire ça, mais c'est pas facile quand on a plusieurs cas à faire. Ce que j'appelle, c'est une petite mini-recherche. Ça s'appelle de la recherche. Au fond, ce qu'on fait, c'est de la recherche clinique. Ce n'est pas de la recherche avec des milliers de cas, mais des recherches sur 15, 30 sujets. Si vous structurez bien, comme vous allez voir comment Vital a travaillé, c'est très valable. C'est de la recherche clinique. Alors maintenant, passons à votre feedback. J'aimerais savoir, sans rentrer dans les détails, vous pouvez pour ça utiliser le chat box. Comment on dit ça en français, un chat box, Benoît? C'est du clavardage? Okay. J'aimerais, pour ceux et celles qui ont réfléchi, que vous me disiez, là on parle du semi-sextile, basé sur les célébrités. Est-ce que c'est H ou D? Est-ce que c'est harmonique ou dissonant? On va faire un vox populi. Écrivez-le, s'il vous plaît. Mais juste si vous avez au moins réfléchi, pas une réponse à pile ou face, évidemment, ou basée sur des affaires que vous avez lues. Ce que je veux, c'est que vous répondiez si vous avez eu le temps d'observer. On va faire une compilation rapide pour savoir qu'est-ce qu'il emporte. Est-ce qu'on a des réponses? On va essayer d'aller vite. Moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était nous qui faisions les quinconces. Oui.
pour un groupe pour nous autres, mais je Oui. n'avais pas compris. Tu n'avais pas compris qu'au début, ben oui, j'avais donné des sujets, puis je vous avais donné les mots comme pour vous pratiquer. Tu n'avais pas besoin de les calculer, mais je les donnais. OK. C'était peut-être pas clair. C'est vrai que je suis allé très vite à la fin, mais si tu regardes la vidéo, tu vas voir, je demande des deux. Ou si tu regardes, si tu relis le devoir, sur la première page, je demande de répondre. Bon, écoute, il y en a peut-être d'autres qui ont compris ça comme toi, puis c'est peut-être de ma faute. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Il y a des gens qui ont fait le quinconce, ils n'ont pas fait le semi-sextile, on dirait. Alors là, je vous donne la rétroaction. Alors, voici comment je l'ai fait. J'ai une feuille avec pour le semi-sextile, mais je l'ai fait pour le quinconce aussi. J'ai tous les sujets. En réalité, j'en ai 73. Je vous en avais donné juste 14. Les mots que vous voyez là, ici, ce sont les mots biographiques. Les mots que je vous ai, qui ont été trouvés dans les biographies. Ces mots-là me servent à toutes les sauces, finalement. Alors là, les mots biographiques, de l'abbé Pierre jusqu'à Marguerite Yourcenar, j'ai 73 sujets. Okay? Moi, je vous en avais donné 14. J'ai dit, on va tester d'abord le semi-sextile considérant comme harmonique. Où est-ce que je vois ça? C'est plus bas. Si je descends, les mots que vous voyez maintenant, le nouveau bloc de mots, ça, c'est les mots associés au semi-sextile harmonique pour chacun des sujets. J'ai fait la même chose, évidemment, pour dissonant, puis je l'ai fait pour le quinconce harmonique et dissonant aussi. Alors, on reconnaît les mots tantôt pour l'abbé Pierre, jugement, commandement, franchise, etc. Comment j'analyse ces mots-là? C'est beaucoup de choses à analyser. J'ai inventé quelque chose il y a 3 ans à peu près, qui s'appelle un estimateur de proximité sémantique. Vous prenez les 2 listes de mots, je les ai à l'écran ici pour Charles Trenet. Verticalement, c'est la liste biographique, extraite de livres, de biographie. Puis horizontalement, c'est la liste astrologique tirée uniquement du semi-sextile perçu comme harmonique. Alors, si le semi-sextile est harmonique, ça voudra dire que Charles Trenet aurait amour, affection, tendresse, lucidité reliés à ces semi-sextiles. Je dis, parce qu'il y en a peut-être plus qu'un. Oui, au nombre de mots qu'il y a là, c'est sûr qu'il y a plus qu'un demi-sextile. Et dans le tableau, les carrés noirs indiquent que c'est le même mot. Regardez ici, il y a le mot, dans le semi-sextile, il y a le mot art. Ici, je suis à gauche, il y a le mot art. Comment dit, la biographie me donne le mot art. Bien sûr, Charles Trenet est un artiste et l'astrologie le voit. On voit aussi la création dans le sens de créativité, ici, noir. Et il y a le mot création dans sa biographie aussi. Partout où vous avez des carrés noirs, il y en a plus aussi de gauche à droite. Ici, par exemple, je l'ai perdu. Ici, par exemple, sentiment. Oui, c'est quelqu'un qui a du sentiment dans sa biographie, ça paraissait. La séduction est donnée par le semi-sextile, c'est dans la biographie. Puis on comptabilise le nombre de hits exacts, que j'appelle des identités, parce que c'est le même mot, et ça donne un chiffre à la fin, 9%, qui est ici, à gauche en haut. Les carrés rouges mesurent la même chose, mais par l'analogie. Par exemple, si il écrit des... il y a le mot expression qui est donné par le semi-sextile. Mais expression connecte avec le mot chant. Chanter, c'est s'exprimer. Donc, comment il voit qu'il y a une connexion à l'aide de ce qu'on appelle un dictionnaire analogique? Et tous les carrés rouges ou les rectangles rouges indiquent qu'il y a un lien analogique. Ce n'est pas le même mot, mais il y a 2 mots qui se ressemblent. Donc, les analogies sont ici. Pourquoi 6, 5, 4, 3, 2, 1? Bien, 6, 1 veut dire qu'il y a au moins une analogie. Tandis que si je dis analogie 6, ça veut dire qu'il y a 6 analogies et plus. 6 analogies, ça veut dire que c'est quasiment plus fort que de dire le même mot. Par exemple, si je vous dis que quelqu'un est agressif, éloquent, critique, d'un bord, puis de l'autre bord, on a le mot polémiste, polémique. C'est sûr qu'on peut déduire que quelqu'un aime la polémique s'il est critique, éloquent et... C'est quoi l'autre mot que j'avais dit? Opposition. Non, critique, éloquent, puis... Agressif. Agressif. Alors, c'est sûr que ça va faire... On peut déduire le mot, même si le mot polémique n'est pas là. Donc, l'analogie sert à faire ça. Là, ce que je fais, c'est que je prends chaque sujet, puis je prends les résultats qu'il y a là, je viens les coller ici. Comme ça, l'abbé Pierre, j'ai des résultats. Et je les colle pour chacun des sujets. Clac, clac. Tout ça se fait automatiquement. Et ça mesure le niveau de ressemblance entre les 2 textes, le texte biographique et le texte
astrologique. Il y a des cas où la ressemblance est plus forte, il y a des cas où la ressemblance est moins forte. Et ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai dit on va calculer en moyenne le niveau de ressemblance et vous avez la réponse ici. Pour les semi-sextiles perçus comme harmoniques, mais je l'ai fait également pour les semi-sextiles perçus comme dissonants. Et je veux savoir lequel l'emporte. Où est-ce que les chiffres sont les plus forts? On va grossir ça, on va aller le voir dans PowerPoint. Voilà les réponses. Le semi-sextile, si on regarde juste l'identité, avoir le même mot, j'ai un résultat moyen de 11 % pour l'ensemble des 73 sujets versus 7,9 %. Donc, Arche l'emporte. 6 analogies et plus, 11,4 versus 8. 5 analogies, 16 versus 12, 23 versus 18, 33 versus 27, et ainsi de suite. Et si je prends une analogie et plus 67, on voit que le côté gauche l'emporte systématiquement, toujours sur le côté droit. Donc, sur la foi de ces 73 sujets variés, choisis au hasard, dont je connais les biographies, dont j'ai des dizaines de mots pour les décrire, avec cette analyse automatisée, le semi-sextile paraît beaucoup plus harmonique que dissonant. Maintenant, on va passer à votre recherche. J'aimerais avoir vos réponses maintenant pour le quinconce. Est-ce que vous pourriez écrire juste H ou D, selon ce que vous avez observé chez vos connaissances, des thèmes que vous avez analysés? Est-ce qu'on a des réponses? Nicole dit H. Oui. Allez-y le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Lina dit H aussi. Oui. Paula, H. Donc, tout le monde dit H. On a du H voilà. partout, là. Vital aussi, c'était H. Donc, est-ce qu'on a d'autres réponses? Là, on voit qu'actuellement, c'est 4 sur 4 qui ont vu H dans leur contact. Pour un total de 5. 5 sur 6, parce qu'il y a Marie-Christiane qui dit difficile de trancher. Il y a Ginette aussi qui dit harmonique et dissonant. Alors, mais là, on essaie de trancher, c'est ça le but de la recherche. C'est sûr, quand on fait de la recherche, on cesse momentanément d'être subtil. Et c'est difficile parce que quand on est astrologue, on a le praticien, on a le devoir d'être subtil. Sauf que quand on met son chapeau de chercheur, on sursimplifie et on dit OK, on tranche. Mais parce que si on reste subtil, on ne peut pas isoler les variables. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Est-ce que je peux parler? Oui. C'est que c'est sûr qu'il faut avoir un peu de méthodologie pour utiliser Excel. Fait que là, moi, je vais peut-être retravailler pour essayer de faire un pourcentage entre les deux. Parce que là, tu sais, je voyais que c'est... Sans tomber dans les excès de ce que tu viens de voir, parce que moi, je suis un maniaque, là, avec l'estimateur de proximité sémantique, etc. En passant à l'estimateur, si jamais ça vous intéresse, je vous donne un lien YouTube, une vidéo de 10 minutes. Ça vous permet d'aller voir une vidéo de 10 minutes qui explique l'estimateur de proximité sémantique. Mais je ne m'attends pas à ce que vous travailliez comme ça. Par contre, là, maintenant, je vais vous montrer un exemple du travail de Vital qui devrait être une source d'inspiration pour vous. Regardez ce que Vital a fait. Je trouve que c'est un modèle d'organisation du travail. Alors, Vital, il a pris ses sujets et il a trouvé les mots. Pour l'instant, c'est harmonique. Quinconce harmonique, ça lui a donné ces mots-là, ces mots-là, ces mots-là. Il les a tous mis. Il y a une feuille où il a mis toutes ces harmoniques. Il a travaillé dans Excel. Déjà, c'est parce qu'il sait s'en servir. Je vous encourage fortement. Aimes-tu ça, Excel, Vital? Oui, j'aime ça, Excel. C'est un outil merveilleux, hein, je pense. Tu ne regrettes pas de t'y être mis. Hein? On ne peut pas s'en passer quand on connaît comment ça fonctionne. Là. C'est relativement facile. C'est plus facile que la programmation que ce que François fait. Là. Et c'est très visuel. Alors ici, vous avez donc les différents mots qui ont été trouvés par Mastro. Ensuite, il a fait la même chose, avec les mêmes sujets, c'est 14 sujets dissonants. 16 sujets, 16. Bravo. Ensuite, il y a eu la très bonne idée de les combiner. H et D sont combinés ensemble côte à côte. Autrement dit, Amélie rouge et Amélie bleue. Ariane dissonante, Ariane harmonique. Caroline dissonante, Caroline harmonique. Autrement dit, vous avez les descriptifs, quinconce dissonant, quinconce harmonique, côte à côte. Et là, il y a eu cette super bonne idée de surligner en jaune les mots uniques, ce qu'on appelle des singletons. Par exemple, ici, le mot accident, il est là, mais il est là aussi pour l'harmonique. Donc, il l'enlève.
il ne me permet pas de discriminer. Il est là aux deux places. Ça, c'est une bonne idée. C'est une idée, c'est brillant. C'est simple, mais c'est brillant. Donc, il a gardé uniquement les mots qui permettent de discriminer en jaune. Et en plus, il les a transcrits, il les a isolés. C'est-à-dire que regardez son dessin, ce qu'il a fait. Donc, il finit avec un tableau comme ça. Amélie, je ne veux pas dire. C'est quoi le jaune? Ah oui, le jaune, c'est tes choix, hein, je pense. Non. Non, ça, c'est la résultante Oui. d'en haut, là. Oui, mais chaque mot qui est là, à gauche, ce sont des mots uniques. Tu as Oui. enlevé le jaune. Le nouveau jaune, c'est quoi? C'est mon choix. Voilà. C'est ça. Autrement dit, ne confondez pas les jaunes. Là, les mots que vous voyez actuellement, ce sont les mots discriminants, c'est-à-dire les mots qui sont uniques. Autrement dit, si Amélie a de l'autorité, on vient de faire un point pour le dissonant. Si elle est flirt, on vient de faire un point pour le dissonant. Si elle est aimable, on vient de faire un point pour l'harmonique, parce que le mot aimable ne se retrouve pas de l'autre côté. Ça, c'est super ce que tu as fait. Et il a regardé dans la liste ici les mots qui le frappaient, qui marchent pour Amélie. Il en a trouvé 4 qui sont en jaune. Amélie est flirt, elle est indécise, elle est instable, puis elle aime le plaisir. 4 mots qui marchent. Du côté harmonique, elle est aimable, elle est belle, elle est bonne, elle est camarade, elle est charmante, etc. 13 mots. Donc, 13 à 4 pour Amélie, pour harmonique, dans le cas d'Amélie. Après ça, il prend Ariane, 4 à 2, encore pour harmonique. Harmonique l'emporte en... Non, ici, il l'emporte de 1. Pour Caroline, 6 mots qui marchent d'un bord, 5 de l'autre, 6 à 5 pour harmonique. Il a fait ça 16 fois. C'est quasiment toujours harmonique qui l'emporte. Et ensuite, il a compilé la totalité. En fait, c'est une très bonne idée qu'il a eue. C'est que moi, je pensais qu'il était pour dire Amélie, harmonique, l'emporte donc 1 point. Autrement dit, il finit avec un total de 16. C'est pas ça qu'il a fait. Il a compté les traits, il a compté les hits. Il a raison parce que quand il y a des sujets qui ont beaucoup, beaucoup de mots versus des sujets qui n'ont pas beaucoup de mots, c'est normal d'accorder plus d'importance. C'est un peu comme en politique, le vote par la proportionnelle plutôt que le vote par comté. Il y a des comtés avec très peu de monde. Comme Daniel, il y a très peu de monde. Elle compte moins, 5-2. D'ailleurs, c'est dissonant qui l'emporte pour Daniel. Alors que s'il y avait... Quoi que s'il avait compté de l'autre façon, tu serais arrivé harmonique aussi, je pense. Mais là, c'est très éclatant. Il va faire la somme des traits harmoniques versus la somme des traits dissonants. Il arrive au résultat suivant. Il y a 56 mots dissonants qui sont justes, selon lui, d'après la connaissance qu'il a des sujets, versus 101 mots qui sont harmoniques, qui sont justes. Donc, sa conclusion, c'est harmonique. C'est impeccable, c'est exemplaire comme recherche. Ça, c'est de la recherche clinique. Tu n'as pas besoin d'un estimateur. Ce que tu as fait, pour moi, c'est la perfection. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Je dirais que ça serait plus juste s'il faisait un rapport, par contre. Parce que là, tu n'as pas le même nombre de mots dans les colonnes. Ah oui. Les mots qui sont vrais sur le nombre total de mots serait plus juste. Oui. Fréquence, on appelle ça la fréquence relative plutôt que la fréquence absolue. Et moi, justement, dans l'estimateur de proximité sémantique, c'est pour ça que je donne la réponse en pourcentage. Je fais ce que tu viens de dire, François, et je l'explique dans la vidéo. Je ne suis pas sûr dans ce cas-là que c'est obligatoire parce que ce qu'on veut, c'est l'effet d'un quinconce. Prenons Yves. Il y a le même nombre de quinconces dans les deux cartes. S'il y avait plus de quinconces d'une sorte que de l'autre, il y a le même nombre de quinconces interprétés dissonants, interprétés harmoniques. Et c'est ça que Mastro donne. Donc, si tu mets le quinconce harmonique, you got this. C'est ça qu'il te donne. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas mesurer sa performance dans l'absolu, où là, tu aurais raison, ça c'est une performance relative au nombre de mots. Et là, moi, non, je pense que si on prend le quinconce harmonique, on va se retrouver pour Yves avec philosophie, générosité, voyage, on va se retrouver avec plus de mots, donc on le récompense plus. Donc, les deux se défendent, d'après moi, François. Oui, c'est vrai. Mais merci d'avoir apporté ce point-là. C'est une subtilité au niveau de la recherche, mais franchement, ce que Vital a fait, c'est tellement clair comme résultat et je vois, à mon grand plaisir, qu'il y a une majorité dans le groupe. Je ne sais pas à combien on est rendu dans le sondage, mais on voit bien qu'harmonique. Et je vais vous dire une chose, c'est pas ça qu'il y a dans les livres. Dans les livres, on me dit que si vous relisez vos livres, on vous dit que le quinconce est ambigu,
qu'il est souvent relié à des problèmes de santé et de somatisation à cause de la référence à la maison 6, puisque le quinconce, c'est la 6e harmonique. On vous dit que c'est ambigu, variable, mais on sent qu'on en fait quelque chose de plutôt négatif. Moi, si je le mettais dans mon modèle, je le mettrais harmonique. Et il n'est pas dans la famille du 45. Il n'est pas dans les 45, 90, 135, 180. Ça fait partie des 30 degrés. Exactement. Et on a vu tantôt que le résultat pour le semi-sextile était harmonique aussi, d'après, évidemment, les 73 sujets. Là, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel est le résultat de la recherche avec les 73 sujets? Est-ce que ça corrobore vos... En passant, je dis ça pour Marie-Christiane, ou d'autres personnes qui auraient trouvé l'inverse, ça peut dépendre aussi de vos sujets. C'est clair que quelqu'un qui a trouvé que c'était dissonant, ça ne veut pas dire que la personne a mal travaillé. Peut-être que c'est ça le problème, c'est quand on travaille avec peu de sujets, on est soumis à ce qu'on appelle des artefacts aléatoires. Peut-être par malchance, vos sujets exprimaient plus l'autre position. Ce qui compte, c'est pour ça que je vous ai mis tout le monde ensemble, 14 fois le nombre qu'on a là, c'est plus probant. Si on ajoute à ça ma recherche personnelle, et voilà le résultat pour le quinconce basé sur ce que je vous ai montré tantôt, la liste de mots, l'estimateur de proximité sémantique. Vous remarquez que j'ai juste 61 sujets, parce qu'il y en a qui n'avaient pas de quinconce. J'avais plus de misère à avoir des... Et on voit que, regardez, harmonique l'emporte, 10 à 7, 10 à 7, 7,9, 15, 11, 22, 16, 32, 24, 46, 37, 66. Il l'emporte tout le temps. Et c'est clairement harmonique. Alors maintenant, dans mon livre à moi, grâce à cette recherche, grâce à vos travaux, grâce à l'ensemble d'une recherche clinique, ce n'est pas de la recherche avec des milliers de sujets, mais une recherche clinique sérieuse, on aurait tendance à dire que le quinconce est harmonique. Voilà, ça c'était pour le retour, c'est quand même une demi-heure. Là, maintenant, je vous présente le système expert de Mastro, qui est le sujet du jour. Le système expert de Mastro, c'est ce qui permet de générer les analyses avec les mots et tout ça. C'est une des choses assez originales qu'il y a dans Mastro. Donc, comment Mastro Expert apporte quelque chose de nouveau, de différent dans le monde de l'astrologie? L'originalité peut être une qualité, ça peut être un défaut aussi. Quand tu es tout seul à faire quelque chose, tu peux être plus dans le champ. Fait que je vais essayer de vous montrer que c'est tellement logique, très conventionnel. Il n'y a pas d'affaires flyées là-dedans. Vous allez voir, c'est très structuré. Qu'est-ce qu'un système expert pour commencer? En intelligence artificielle, un système expert, c'est un système informatique qui imite la capacité de prise de décision d'un expert humain. Comment dire un système expert dans le cas de l'astrologie? C'est quelque chose qui se rapproche le plus possible de comment travaille un astrologue. Tout de suite en commençant, je vais vous dire que les logiciels qui vous donnent des rapports avec des textes ne travaillent pas comme des astrologues. Les astrologues le savent, puisque ces rapports sont une juxtaposition de textes qui sont pris dans des livres ou qui ont été écrits par de bons auteurs. Liz Green, par exemple. Si vous allez sur les rapports de astro.com, c'est Liz Green qui écrit les textes. Les textes sont très bien écrits. Et ils sont juxtaposés. Comment ils vont? Ils vont dire la Lune est en bélier, ça veut dire ceci, ceci, cela. La Lune est en maison, ceci, cela. La Lune fait tel aspect. Et vous avez pour chacun des facteurs un texte. La qualité de ces textes-là, c'est qu'ils sont suffisamment bien écrits et généraux pour ne pas avoir l'air à se contredire. Si vous avez une Lune en bélier, qui devrait dire, par exemple, que vous êtes impulsif, peut-être pas patient, etc., combatif, blablabla, et que vous avez Mars en taureau, qui dit plutôt que vous êtes patient, etc., bien là, ça a l'air fou si vous écrivez impatient, puis le texte suivant, vous écrivez patient, parce qu'il n'y a pas de synthèse. Donc, la qualité de ces textes-là, c'est de jamais se commettre trop. J'en sais quelque chose, j'ai fait ça comme magicien mentaliste pendant 25 ans. Et tout ça, à mon avis, repose sur l'effet Barnum. Le fameux effet Barnum qui, sans doute que plusieurs chez vous connaissent, c'est quoi l'effet Barnum? C'est que n'importe qui peut se reconnaître dans un texte descriptif générique. Alors, la fameuse expérience de Barnum qui a été reprise ad nauseam, c'est que, en fait, c'est Forer, qui s'appelait le psychologue, qui a donné à ses étudiants en maîtrise en psychologie, donc du monde quand même raffiné,
le même texte qu'il a créé à partir d'horoscopes, en leur faisant croire que c'était déduit personnellement pour eux à partir de leur date de naissance. Ça a été fait l'année de ma naissance, cette étude-là, en 1949. Et on en parle beaucoup encore. C'est l'argument numéro 1 des sceptiques contre l'astrologie. Ils disent que l'astrologie fonctionne uniquement à cause de l'effet Barnum. C'est quoi l'effet Barnum? C'est que ces élèves, quand ils ont lu les textes, croyant que ça venait de leur date de naissance, il leur a demandé de coter la satisfaction et la moyenne de la cote est de 80 8 sur 10. Autrement dit, ils se sont en majorité, presque en totalité, beaucoup reconnus dans ces textes-là, qui sont pourtant des textes, le même texte pour des personnes différentes. Est-ce que l'astrologie ne serait que ça? On nous accuse de ça. J'ai présenté une conférence aux sceptiques il y a 3 ans de Montréal sur l'effet Barnum et j'ai essayé de démontrer, ma conférence s'appelait « Au-delà de l'effet Barnum ». Je suis convaincu que l'astrologie, c'est plus que l'effet Barnum, mais on a le fardeau de la preuve. Alors, en l'occurrence, je suis aussi convaincu que les rapports faits par des ordinateurs depuis les années 60 fonctionnent essentiellement, en grande partie à cause de l'effet Barnum, parce que ces textes sont écrits avec suffisamment de flou pour que les contradictions, que la couture entre les différents textes qui sont juxtaposés ne se perçoivent pas trop. Et quand j'ai commencé à créer le système expert, je rêvais de quelque chose qui imiterait davantage. C'est quel genre d'astrologue prend un texte, le suivant dans un livre? Un débutant. Mais un vrai astrologue, ce n'est pas ce qu'il fait. Il cherche les messages répétés. Il va dire, oui, cette personne est très agressive parce que je vois qu'elle a Mars carré Uranus. En plus, son Mars est en bélier. En plus, elle a la Lune en bélier au carré de Pluton. Donc, le thème de l'agressivité est répété et on déduit. C'est une des habilités les plus fortes d'un astrologue professionnel, c'est de percevoir les messages répétés. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire ça? Pour le faire, il faut travailler avec des mots-clés, pas avec des phrases. Grâce au système expert, Mastro est un logiciel qui reste intuitif, qui est facile, convivial, qui nous aide à interpréter les thèmes. Ce n'est pas des rapports, les armes que vous avez, les mots, vous ne donnez pas ça à un client. C'est un aide à l'interprétation pour un astrologue sérieux. Il vous aide à interpréter les thèmes en traitant l'information astrologique d'une manière nouvelle. C'est ce que je viens de vous expliquer, c'est de travailler avec des mots. Alors, l'approche initiale n'utilisait que des facteurs uniques. Mars en bélier, Lune, carré Jupiter, comme les planètes en signe, les planètes en aspect, complets indépendamment. Puis, à un moment donné, j'ai redécouvert les notes de cours inédites, incomplètes, qui n'ont pas vraiment été publiées, mais moi, j'ai eu la chance de mettre la main là-dessus à la librairie à l'époque, début des années 80, du Getersig, qui donne des interprétations pour des facteurs combinés. C'est le seul auteur, à ma connaissance, qui a combiné planète en signe et en aspect. Donc, vous avez déjà une mini-synthèse qui est faite. Et je me souviens qu'Axel et moi, on n'en revenait pas. Quand on lisait ça, on disait « My God, c'est ça, ça comme... » Voilà le livre, à quoi il ressemblait. Je pense que c'est Nicole Chenu qui avait fait la compilation des années 70 à partir de cassettes d'enregistrement des cours de Mme Hirsig. Le livre n'est pas complet. C'est très bon. C'est vraiment très bon. C'est pas complet. Il y a des signes qui sont... Il n'y a quasiment rien sur le taureau, par exemple. Alors, c'est de là que vient l'idée d'interpréter les facteurs combinés en termes de mots-clés, en faisant toutes les combinaisons des facteurs uniques. Autrement dit, on prend une planète en signe et en aspect, puis on combine. Et les résultats que j'ai obtenus sont très similaires aux notes de Mme Hirsig, mais plus complets. Quand je dis plus complet, je ne suis pas en train de me vanter. Je dis qu'il y a des trous dans le livre de Mme. Si je manque des choses que j'ai complétées. Et quand j'ai commencé, la barre était très haute. Quand j'ai commencé le système expert, j'ai dit jamais je vais réussir à atteindre la qualité avec des mots des textes de Mme Hirsig. Puis je dois vous dire que j'ai été vraiment agréablement surpris des résultats. On va voir ça pendant la leçon aujourd'hui. Alors donc, ce que j'ai fait, pour suivre l'exemple de Mme Hirsig, j'ai remplacé les facteurs uniques par des facteurs combinés comme éléments constitutifs du système expert et ça a amélioré les résultats. Et par la suite, j'ai ajouté les mi-points parce que j'étais vraiment un admirateur et je ne dirais pas un disciple, mais quelqu'un qui respecte beaucoup le travail d'Hébertin. J'ai fait de la cosmobiologie très longtemps. J'ai dit, on va mettre les mi-points aussi. Sur les maisons, comme il n'y a pas de consensus sur les différents systèmes, les interprétations, je les ai laissés de côté. Même sans les maisons, l'interprétation des thèmes est toujours sensible, évidemment, à l'heure de naissance, à raison des aspects et des mi-points qui impliquent l'ascendant et le milieu du ciel. Forcément, les angles sont très, très importants. Je veux dire aussi que la présence des mi-points donne un peu la spécialisation. C'est sûr que si tu dis
j'ai un trigone Mars-Jupiter. Oh, Mars est en maison 5, qui est en. Ça doit être un champion sportif, c'est du sport. Mars, Trigone, Jupiter dans la maison 10. Ah, réussite professionnelle. C'est sûr que les maisons nous donnent du contexte. Et les mi-points font ça aussi. La tentation est très forte lorsqu'on utilise les mi-points de se passer des maisons, ce que j'ai fait assez longtemps, mais là, je suis revenu aux maisons sur la foi des recherches, entre autres de Kirsti Tavanen, qui a vraiment validé les maisons. Alors, voici les facteurs combinés. En passant, j'ai un livre que je n'ai jamais publié, Le dictionnaire ultime des mots-clés astrologiques, mais c'est des mots-clés combinés. Un livre semblable à Mme Hirsig, mais il est complet, parce que toutes les combinaisons sont dedans. Pour développer le système expert, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recueilli, analysé les interprétations pour les planètes en signes séparément, pour les planètes en aspects séparément, dans les ouvrages de 25 auteurs astrologiques modernes qui font référence. Des auteurs, évidemment, que j'aimais aussi, mais des auteurs reconnus. Alors, les auteurs américains, français, britanniques, allemands, canadiens, là, des noms en vrac, Antares, Catherine Aubier, André Barbeau, Carter, Paul Colombet, Ronald Davison, Ronald Libertin, évidemment, Michael Erlewine, Stephen Forrest, Henri Gouchon, Robert Hahn, Huguette Hirsig, Werner Hirsig, Margaret Hone, qui est très bonne dans les mots-clés d'ailleurs, c'est comme une des premières qui a fait ça, Michael Moncasey pour les mi-points, Savalan pour les mi-points, Julia Derek Parker, des auteurs que j'adore, anglais, Reinecke, un allemand, Klaas, etc. 25 auteurs. Vous voyez que j'étais éclectique quand même. Je ne me suis pas limité à un seul style, juste Reinhold Desbertin, parce que j'aime la cosmobiologie. J'ai élargi, je voulais quelque chose de consensuel. Ensuite, à partir de ce corpus de mots, c'est un peu comme si j'avais ramassé avec un filet à pêche. Je m'en vais là, dans l'Atlantique, puis je lâche mon filet, puis je ramasse tout. Tout. Je sortais, même une phrase, je la transforme en mots. C'était un travail de fou, ça m'a pris à peu près 2 ans. Le problème, c'est que je voulais quelque chose d'exhaustif. Et quand je les combine, c'est-à-dire une planète en signe et en aspect, ça donne 5148 combinaisons. Ça, c'est la base dans Mastro, plus les mi-points. Je vais vous dire le nombre tantôt. C'est comment je fais pour créer ça, pour faire comme Mme Hirsig. Je croise la signification d'une planète en signe avec la signification d'une planète en aspect. Je vais vous l'illustrer dans quelques secondes. On va faire un petit exercice. J'ai aussi mis les mots-clés des mi-points. Il y en a 858. Là, ici, j'écris que je les ai pris dans la combinaison des influences astrales d'Hébertin. Oui, j'ai regardé ailleurs aussi. J'ai regardé Savalan, j'ai regardé Erlewine, il est écrit là-dessus. J'ai regardé Moncasey, qui est assez connu sur les mi-points. Et surtout, ceux qui s'approchent le plus et même parfois meilleurs qu'Hébertin, c'est les époux Parker des Anglais. J'ai utilisé tous ces mots-là. Pour comprendre comment interpréter un facteur combiné, voici un exemple. Dans le thème du Dalai Lama, on a un sextile entre la Lune en Vierge et Jupiter. Vous avez son thème au complet. Si vous regardez en bas ici, là, vous voyez sa Lune. J'isole, puis il y a un sextile avec Jupiter en Scorpion. Dans Mastro, on peut isoler n'importe quelle planète, visuellement, grâce évidemment au spectrarium dynamique. Par exemple, le sextile Lune-Jupiter, je l'isole. Maintenant, si je vous pose la question, comment vous interprétez ce facteur? Là, vous savez en plus que c'est le Dalai Lama. Vous avez un avantage sur Mastro qui ne sait rien. Comment vous interprétez ça? Une lune en Vierge au sextile de Jupiter. Oubliez le fait que Jupiter est en Scorpion. Là, la difficulté, c'est de combiner toute la sémantique de la lune en Vierge, tout ce à quoi vous pouvez penser d'une lune en Vierge, tout ce que ça peut vouloir dire. Hein. Si je vous dis lune en Vierge, je suis sûr que vous pouvez me parler pendant 15 minutes. Oui, le sens du service, le travail, l'auto-analyse, la discrétion, l'humilité, la modestie, l'efficacité, quelqu'un de diligent. Il y a plein de choses qu'on peut dire sur la lune en Vierge. Lune sextile Jupiter, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut dire sur Lune sextile Jupiter? Quelqu'un qui est un bon vivant, je dirais quelqu'un de généreux. Générosité. Et voilà, le mot générosité est en haut de la liste pas mal. OK. Maintenant, si on met les deux ensemble, on va regarder. On a beaucoup de mots pour beaucoup de mots, j'appelle ça un champ sémantique de beaucoup de mots pour la Lune en Vierge, beaucoup de mots pour Lune Jupiter, puis on va trouver ce qui est en commun. On va trouver l'intersection de ces champs sémantiques, puis on va se spécialiser. Cette Lune en Vierge, ce ne sera plus juste une Lune en Vierge, ça va être une Lune en Vierge sextile Jupiter. Qu'est-ce qui vous apparaît comme mot qui sort tout de suite? Puis vous passez au Dalai Lama en plus.
allez-y, je vous écoute. Oui? Grande générosité. Parce Absolument. qu'avec Jupiter, c'est toujours grand. Oui, j'aime ça. Oui, tu as raison. C'est bon. Bienveillance. Bienveillance, oui, c'est bon. Oui. Et je dirais une générosité même qui s'agit au plan pratique, pas juste la générosité de l'âme. C'est un signe de terre. La lune en vierge est vraiment capable de t'aider, pas juste de t'écouter. On a-tu d'autres choses? Vous l'avez, essentiellement, c'est ça. Sensibilité. Lina dit sensibilité. Sensibilité, oui, probablement. La Lune n'est quand même pas dans un signe d'eau, mais dans la Vierge. On est plus dans l'analyse. Sensibilité serait plus bas dans la liste. L'interprétation de Mastro. Si vous regardez le thème du Dalai Lama, puis vous cliquez sur Lune, Vierge, Sextile, Jupiter, sens maternel, la mère nourricière, générosité, vous l'avez dit, bonté, gentillesse, dévouement, service, qui est une forme particulière de la générosité, prévenance, soins, protection, soins, sens maternel, soigneux, offrir des soins, protection. La Lune Vierge est prudente, puis en même temps, la générosité de Jupiter fait qu'elle est protectrice au sens maternel, serviabilité, évidemment, simplicité, sens social, organisation, syndicalisme même. Ça, c'est Mme Hirsig qui dit ça. Gain, acquisition, santé, moralité, et business. La Lune en Vierge est dans un signe de terre. Donc, il y a le côté abondance et réussite du sextile de Jupiter, mais avec une Lune en Vierge, oui, ça donne un sens à business. Les traits communs sont détectés à l'aide d'un thésaurus astrologique. Le thésaurus, c'est un synonyme de dictionnaire analogique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour créer le thésaurus, je suis parti d'un thésaurus standard, c'est-à-dire un dictionnaire des synonymes élargis. C'est plus que synonyme. C'est plus large que des synonymes. Dans un thésaurus, vous allez avoir des mots qui se ressemblent, mais qui ne sont pas forcément synonymes. J'ai extrait les substantifs, pas les adjectifs. C'est ce qu'on a dans Mastro, ce sont des substantifs, des noms. Je trouvais que si j'avais mis des adjectifs, ça se prête très bien à l'analyse du thème natal. Au lieu de mettre, par exemple, si quelqu'un est très aimant, au lieu de mettre aimant, je mets amour. Parce que le mot amour peut décrire un événement aussi. Je vais me servir des mêmes mots pour les traits événementiels que pour les traits nataux. C'est plus simple, natal, c'est plus simple. Alors que si j'avais mis aimable, amoureux, je n'aurais pas pu m'en servir pour les transits. Finalement, j'ai réduit le thésaurus à 3000 mots pour l'adapter au corpus des mots-clés de Mastro. On avait déjà les mots-clés de Mastro qui venaient de la littérature astrologique et j'avais les 3000 mots du thésaurus qui vient de la littérature linguistique. J'ai combiné ça et j'ai un thésaurus que j'ai mis à ma main pour l'astrologie. C'est la première fois qu'un logiciel astrologique utilise un thésaurus, c'est-à-dire un dictionnaire analogique pour analyser et synthétiser des informations. La beauté d'un thésaurus, c'est toute la pensée qu'il y a dans un thésaurus. Quand vous dites, je ne sais pas moi, vous dites un mot comme combativité, puis qu'ils vont associer ce mot-là, combativité, à passion. Oui, tempérament passionné et combatif, c'est loin d'être un synonyme. Voyez-vous qu'il y a quelque chose qui ressemble à la pensée humaine dedans. Le thésaurus est un compendium de beaucoup, beaucoup de contenu de réflexion et je l'ai comme squatté et mis à la main de Mastro. Je l'ai mis au service de Mastro. Et ça donne une forme d'intelligence, entre guillemets, artificielle, mais derrière cette intelligence, il y a des humains qui ont créé ce thésaurus-là. Et vous allez voir où est-ce qu'on l'utilise dans Mastro. Les mots-clés utilisés par Mastro, ce sont les blocs de construction également de l'algorithme de synthèse. On va voir ça tantôt. Qu'est-ce que c'est l'arbre de synthèse? Comment Mastro? Alors, je vous rappelle que dans Mastro, il y a ici, mettons que je fais tous les aspects. Ce que vous avez dans la fenêtre interprétation, ça, c'est comme le livre de Mme Hirsig, ce que je vous ai montré tantôt. Et comment on va comptabiliser les mots qu'il y a là? Il y a des mots qui sont répétés. C'est ça le principe. Le mot est-il répété 2 fois, 3 fois, 4 fois? Est-ce qu'un astrologue verrait cette thématique-là plus qu'une fois? La répétition de message est une des clés de l'interprétation. Donc, il s'agit d'analyser ce qu'il y a dans la fenêtre d'interprétation. Là, je vous fais une analyse rapide. Et cette analyse, je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. Et ça va vous donner que le mot qui l'emporte présentement, parce que là, c'est le ciel présent, c'est imagination, sensibilité, harmonie. Ça va bien, on va avoir un beau cours aujourd'hui. Donc, la façon dont il génère l'arbre,
je viens de vous le montrer dans Mastro, mais je ne vous l'ai pas expliqué, évidemment. Alors, comment il fait? Ben, il traite l'information astrologique d'une manière complètement nouvelle. Mais vous allez voir, c'est très logique. C'est vraiment l'œuvre de Colomb. Je m'étonne même que personne n'y ait pensé, mais peut-être qu'il y en a qui y ont pensé, mais c'est tellement de travail, je ne le referai plus. Hein. J'étais porté par un... Mais François, la même chose. Hein. Bien, ça donne... ça valait la peine. Ça valait la Oui, peine. c'est ça qu'on se dit. Fini les copier-coller dont je vous parle. On est rendu ailleurs complètement et on est beaucoup plus proche de l'intelligence humaine et de l'intuition que n'importe quel système de copier-coller avec des reports. Des reports, c'est des rapports. Pour faire la synthèse d'un thème astrologique sous la forme d'un arbre de mots à 2 niveaux, Mastro calcule et classe des centaines de mots-clés associés. L'analyse compile tous ces mots-clés et leur attribue des scores pour les classer. Il utilise un algorithme probabiliste. Excusez le grand mot. Ça veut dire qu'en réalité, là, le modèle, c'est que j'ai une urne avec des boules dedans. Les boules, c'est les facteurs, les aspects avec les signes, tout ça. Sur les boules, il y a des mots décrits. Puis un thème natal, c'est comme si je prenais une poignée de boules, puis ça, c'est mon thème natal. Là, il y a des mots qui vont être répétés plus souvent que d'autres dans les boules que je tiens. C'est un peu ça le principe. Sauf que là, il y a un hic. Et le hic s'en vient, c'est qu'un mot, ça s'en vient, je ne vous le dis pas tout de suite, un mot-clé primaire va obtenir un score élevé s'il est répété, évidemment, plusieurs fois dans un thème astrologique. Le principe de la présence répétée est plutôt simple. C'est comme dire, par exemple, 8 rouges d'affilée à la roulette, c'est beaucoup plus improbable qu'un mélange de 4 rouges et 4 noirs. Donc, un message répété, c'est comme beaucoup plus frappant. Un peu comme en tarot. Si vous sortez le pendu, vous n'allez pas dire que c'est catastrophique, mais si vous avez le pendu, la tour foudroyée, puis les 3 pires cartes l'un à côté de l'autre, vous avez un message répété. Donc, c'est le même principe en astrologie, au fond. Ainsi, un message répété à un niveau de rareté, parce qu'il est répété plusieurs fois, ça devient plus, entre guillemets, significatif pour un astrologue. En plus du principe de répétition, c'est de ça que je voulais vous parler, c'est qu'on doit tenir compte de la fréquence dans l'ensemble du dictionnaire des mots-clés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des mots qui sont plus rares que d'autres. Si je vous dis, par exemple, quel est le mot qui apparaît le plus dans toute la littérature astrologique, là, pendant les années où je ramassais des mots au filet là, dans l'océan, c'est quoi le mot qui est apparu le plus souvent? Sur le plus grand nombre de facteurs. Est-ce que quelqu'un sait la réponse? C'est une question de linguistique. Si je glane toute la littérature astrologique des 25 auteurs, quel est le mot qui est connecté au plus grand nombre de facteurs astrologiques? Avez-vous une idée? Amour? Non. Le mot, c'est ambition. C'est le mot qui a le plus grand nombre de facteurs qui l'expriment. Alors, si vous avez 5 fois le mot ambition dans un thème, c'est peut-être pas si impressionnant que ça parce qu'il y en a tellement de façons d'être ambitieux. C'est pas aussi significatif que si vous avez le mot compassion qui est répété 5 fois. Pourquoi? Parce que le mot compassion est déjà plus rare dans le dictionnaire. Donc, dans un thème astrologique, si vous identifiez 5 fois le thème de l'ambition versus 5 fois le thème de compassion, vous devriez parler de compassion en premier. C'est beaucoup plus exceptionnel. C'est logique. Alors, c'est un petit peu, à l'époque, il y avait une règle qu'on appelait la règle du 1, 2, 3. Un message, ça veut rien dire. 2, c'est une probabilité. 3, c'est une certitude. C'est la même idée, mais cette idée-là est un peu simpliste parce que 3 fois le mot ambition, c'est même pas une certitude. C'est très usuel. Il faut tenir compte de la fréquence de chacun des mots ou des thématiques dans le corpus possible. Alors, compassion est beaucoup plus improbable sur une échelle aléatoire parce que c'est beaucoup moins fréquent qu'ambition dans n'importe quel corpus astrologique. Ce qui reflète d'ailleurs ce qu'on trouve dans la vie réelle. Il y a beaucoup plus de gens ambitieux que de gens compassionnels, en passant. Les scores sont simplement obtenus à partir de la probabilité d'obtenir une signature d'une certaine taille. Autrement dit, on calcule dans nos formules, mettons que j'ai 5 fois le mot compassion. Quelle est la probabilité si je pige au hasard dans un sac de billes avec plein de mots? Quelle est la probabilité d'avoir une séquence de 5 fois, comme mon 8 rouge de tantôt tout à l'heure au casino? C'est quoi la probabilité d'avoir la signature d'une certaine taille? Plus le nombre de facteurs qui composent la signature d'un thème est important, plus cette probabilité est faible. Donc, la rareté d'obtenir un message répété dans une signature mesure sa signification. Là, vous allez me dire, mais les scores devraient être des probabilités. Plus la probabilité est faible, genre 1 sur 1 million, oh, ça c'est très significatif. 1 sur 10, ce n'est pas significatif. Mais justement, Carole ici présent
qui va se reconnaître, qui a un doctorat en mathématiques, m'a dit, Vincent, tu ne devrais pas mettre les probabilités. Le monde ne comprendra pas qu'un petit chiffre, très petit, ce soit le meilleur. Il dit, inverse-les. Puis en mathématiques, il y a un concept qu'on appelle le co-logarithme qui permet de faire ça. C'est grâce à lui qu'on a créé des scores dans Mastro qui expriment la probabilité, mais en gros, c'est que si, je vous donne un exemple, si vous avez un score de 6, ça veut dire tout simplement 1 divisé par 1 million. Pourquoi 6? Parce qu'il y a 6 zéros dans 1 million. C'est 10 exposant 6. Si on a un score de 2, 2 c'est 100. Il y a 2 zéros, 100, 2 zéros, 100. 1 divisé par 100. Donc, 2, c'est bien moins bon que 6. Si j'ai 10, ça veut dire 1 divisé par 10 exposant 10. C'est plus que... c'est 10 milliards. Alors, c'est ça l'idée. C'est rare que je le dis, mais je voulais quand même vous donner une idée de comment ça fonctionne. Les scores ne signifient rien de spécial. Je viens de vous expliquer d'où ils viennent, mais en réalité, ils nous servent tout simplement à mettre les mots en ordre. On met les plus grosses cotes en haut, puis à mesure qu'on descend, c'est de moins en moins rare. L'autre utilité de ces scores-là, c'est que ça permet d'éviter le cherry picking. Parce que ça donne une mesure qui permet de décider si une configuration est vraiment suffisamment rare pour être vraiment perceptive, unique et significative. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Prenez le thème d'un serial killer. Puis là, vous savez d'avance que c'est Ted Bundy. Fait que là, vous êtes focusé complètement sur ces configurations martiennes. Vous cherchez la violence. Vous allez la trouver. Mais on va tous faire du cherry picking parce qu'on connaît la réponse. Alors, pour éviter de faire ça, je vous recommande de travailler le plus possible à l'aveugle ou faire comme si vous étiez à l'aveugle. Qu'est-ce que j'aurais dit de ce thème si je ne savais pas que c'était Ted Bundy? Donc, je prends le cas de Ted Bundy parce que ce qui est absolument remarquable, c'est que si vous regardez le cas de Ted Bundy, c'est très, très difficile de détecter que c'est un tueur en série. D'ailleurs, il a clamé son innocence jusqu'à la fin. Et ce qu'on voit, au contraire, c'est ce qui dégageait de lui, c'est-à-dire un beau parleur, quelqu'un de charmant, etc. C'est ça que le thème dit, c'est assez drôle. C'est sûr que, sachant la réponse, on va toujours finir par trouver quelque chose, mais ça, c'est une autre paire de manches. En résumé, plus le score d'un mot-clé primaire est élevé, plus sa présence répétée dans un thème est improbable, donc significative. Pour les mots secondaires, quand on fait l'arbre au complet, c'est des mots qui sont regroupés selon le principe d'analogie et ils sont détectés par le thésaurus. Autrement dit, vous avez le mot primaire avec une cote, puis en dessous du mot secondaire, on met tout ce qu'on trouve dans le thème, même si on a des cotes très faibles, avec leur signature. Comment on sait que c'est connecté? Parce qu'on sait que ça connecte avec le dictionnaire d'analogie. Je vais demander tous les aspects. Et là, bien, évidemment, j'ai tous les facteurs qui vont apparaître dans la fenêtre d'interprétation. Mais on peut également analyser la totalité des mots qui sont là dans une sorte de comptabilité en cliquant sur « Analyse rapide ». Et là, on va voir qu'il y a un mot qui arrive en premier. Les mots obtiennent des cotes. Plus la cote est élevée, plus le mot est significatif. Et le premier mot qui apparaît en premier chez le Dalai Lama, c'est l'empathie. Si je clique le mot empathie, la signature du mot empathie apparaît à l'écran. Empathie. On trouve Soleil sextile, Lune, Neptune, conjoint Lune, etc., etc. Si je regarde pourquoi il est calme, je clique sur calme et je trouve la signature du mot calme. Soleil, Trigone, Saturne, etc. Donc, voilà les mots qui le caractérisent le plus d'après cette comptabilité. Autrement dit, si le mot empathie arrive en premier, c'est parce qu'il est répété plusieurs fois dans la fenêtre d'interprétation. On peut également faire une analyse plus subtile en cliquant ici sur Analyse. Et cette fois-ci, on va avoir non pas une colonne, mais deux colonnes, ce qu'on pourrait appeler un arbre à deux niveaux. Au premier niveau, les mots-clés primaires en caractères gras qui expriment le sens principal. Et au second niveau, les mots-clés secondaires qui, grâce à un thésaurus ou dictionnaire analogique intégré, contextualisent les mots-clés primaires en étant connectés par analogie. Regardons quelques signatures. Si vous cliquez sur un mot-clé dans l'arbre, disons « compassion », ce mot-clé et sa signature astrologique s'afficheront. La signature d'un mot-clé est un ensemble de facteurs astrologiques qui inclut ce mot-clé dans leurs interprétations. Si vous cliquez sur la signature du mot-clé, ici « compassion », la fenêtre « Facteurs et mots-clés associés » apparaît au centre, affichant tous les facteurs de la signature avec tous leurs mots-clés, y compris celui qui nous intéresse ici, affiché en rouge. Voyons un autre exemple.
disons mysticisme. Vous avez la signature qui apparaît en haut de la fenêtre. Si je clique sur la signature, trouvons le mot mysticisme qui apparaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Sept fois pour mysticisme, c'est énorme, car c'est un mot rare. Maintenant, on va voir comment interpréter des configurations isolées. Voici le thème de Bill Clinton. Parfois, nous aimerions analyser un motif, un pattern, comme un T carré, un grand trine, un iode. Le système expert est bon pour faire ça. Par exemple, dans le thème de Clinton, si nous voulons analyser le double sextile de Mercure en Lion avec Mars et Vénus en Balance, nous pouvons aller ici et ne conserver que Mercure, Vénus et Mars. Ça, c'est l'autre méthode quand on n'a pas l'aspectarium dynamique. Et ça Ensuite, conserve les mi-points nous aussi. faisons tous les aspects et une analyse complète de ces trois planètes reliées par des sextiles. Voici ce que nous trouvons. Raffinement, plaisir, séduction, éloquence, etc. Si nous ajoutons simplement Pluton et que nous refaisons cette fois l'analyse avec Pluton, nous aurons quelque chose de plus maintenant à analyser. Cela ajoute une note de persuasion sex-appeal et ça ressemble à ce que nous avions, mais avec quelques nouvelles subtilités à cause de la présence de Pluton. Voici des exemples de configurations connues, classiques. Par exemple, ici, vous voyez un grand triangle ou un grand trine. Hank Aaron, un grand trine d'air dans lequel il y a Soleil, Jupiter et milieu du ciel. Si je vous demandais quelle est la synthèse rapidement, donnez-moi un mot le plus vite possible, ce qui vous vient. Vous pouvez même y aller par intuition. Spontanément, vous dites quoi avec ce grand trine? Très, très rapidement. J'ai juste besoin que vous me sortiez un mot rapidement. Un mot. Oui. Vas-y, Carole, j'ai juste besoin de réaction rapide. Moi, je dirais penser, tout simplement. La pensée? Penser, oui. OK. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses? Générosité. Soleil, Jupiter, MC. Oui? Générosité. Je pense que oui. Oh oui. Et effectivement, Hank Aaron est quelqu'un de très sympathique. C'est le premier joueur de baseball, frappeur de circuit, super vedette dans les années 50, noir, afro-américain aux États-Unis. Et c'est une superstar. Alors, voyez comment le dessin a été fait. C'est d'ailleurs, je veux remercier Vital qui m'a fourni ce matériel. Il a tout simplement cliqué sur le trigone Soleil-Jupiter, il a cliqué sur le trigone Soleil-MC et sur le trigone Jupiter-MC qu'on voit ici. Et ça a donné les mots comme tolérance, amitié, beauté, bienveillance, harmonie. C'est ça qui ressort en premier. Il n'a pas pensé, Caron, il y a jugement. Avoir du jugement. Bon. C'est proche, c'est proche. Oui, proche. Penser serait peut-être un petit peu plus mercurien. Voici le suivant. Absolument. Un triangle mineur, cette fois-ci deux sextiles, un trigone, toujours Hank Aaron, dans lequel il y a Saturne, Uranus, MC. Pouvez-vous me sortir rapidement, intuitivement? Ça vous fait penser à quoi? Si vous vouliez analyser cette configuration-là en deux mots. Je dis rapidité de réflexe. Saturne, il n'y a pas rapidité, il faudrait qu'il y ait Mercure. Oui, de réflexe, je veux dire, de réflexe rapide. Vous voulez dire. Oui, Saturne, Uranus, MC. Est-ce que d'autres ont des choses à dire? Original. L'originalité, là, oui, Uranus, mais pas Saturne, c'est autre chose. Discipline. J'entends pas. Discipline. Exactement. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Pauline. Merci, Pauline. Alors, effectivement, tu as raison. Si on analyse la configuration, persévérance, liberté, peu de contraintes, c'est le contraire. Effectivement, quelqu'un a dit original. Oui, à cause d'Uranus, mais il y a aussi l'obstination, la ténacité, la détermination. On est très proche de la discipline. Troisième cas, Mohamed Ali, un T carré, Soleil, Mars, Pluton. C'est assez facile, celui-là. Qu'est-ce que vous direz? Hein? Endurance. Absolument.
Endurance, c'est sûr qu'il y a un facteur, c'est la signature fréquente des champions sportifs et souvent des pugilistes dans les sports de combat. Effectivement, les mots comme autorité, autoritarisme, domination, résistance, puissance, détermination. L'endurance n'est pas là, il est peut-être plus persévérance, mais tu as l'idée, c'est ça. Si on regarde maintenant le grand T carré, c'est-à-dire la croix, une grande croix, elle est fixe, surtout à part de l'ascendant. Lune, Uranus, ascendant MC pour l'abbé Pierre. Qu'est-ce que vous diriez? Lune, Uranus, ascendant MC. Si on synthétise ça d'un seul coup, en tenant compte du fait des signes, que la Lune est en taureau, Uranus est en verseau, etc. Vous diriez quoi? Quel mot vous vient à l'esprit? Distinction. Pas dans le sens de distinguer, mais dans le sens de se distinguer. C'est ça que tu veux dire, hein? Oui. Oui. Est-ce qu'on a d'autres choses? Moi, je connais la réponse. Oui, dis-les pas, tu n'as pas le droit, Vital. Mais quand on la connaît, c'est comme évident. Allez-y, les pros, là, allez-y. Le charme, il y a la Lune en taureau. Mais la Lune, mais opposé à Uranus, ça ne donne pas du charme, ça donne d'autres choses. Ça donne d'autres choses. Pour avoir le charme, il faudrait que tu aies des bons aspects à Vénus, par exemple. Lune, trigone Vénus ou à Jupiter. Qui a parlé? Moi, c'est être original, l'originalité. Absolument. L'originalité extrême qui va jusqu'à la la révolte, imprévisibilité, liberté, révolte, anticonformisme. Là, vous allez dire, l'abbé Pierre, un révolté, vous savez que c'était le personnage le plus populaire pendant des années en France. Quand il faisait des sondages, là, il était plus populaire que Cousteau, que tous les acteurs. Là, vous allez me dire, ben voyons, on révolte l'abbé Pierre. Vous savez-vous, je vais vous donner un truc rapide. Comment vérifier? Là, vous dites, l'abbé Pierre est-il révolté? Comme tout à l'heure, on avait Dalai Lama, hypocondrie. Vous allez avoir de la misère à le trouver parce qu'il n'y a pas personne qui va dire, dans les disciples proches du Dalai Lama, qui va dire que c'est un hypocondriaque. Il y a beaucoup écrit, par contre, sur la dépression. J'ouvre Google Chrome, j'écris abbé Pierre. Là, je vous encourage à faire ça systématiquement quand vous n'avez pas besoin de lire Wikipédia. Donne un truc. Révolte. Vous voulez savoir si ça a de l'allure? Mettez 2 mots ensemble, puis vous cherchez. L'abbé Pierre, l'éternel révolté. Ça part bien. Et on l'a en anglais aussi. L'abbé Pierre, un révolté de l'amour. L'abbé Pierre, une révolte en héritage, etc., etc. Et quand vous allez lire des textes, vous trouvez tout le temps qui est associé au thème le premier épisode de l'abbé Pierre qui est révolté. Là, autrement dit, ça va vous montrer directement si oui ou non. Ça ne marche pas tout le temps. Par exemple, je ne vous avais pas raconté que pour Beethoven, j'avais vu l'hypocondrie. Je savais qu'il est... Je vous ai-tu parlé de ça la semaine dernière? On sait qu'il est sourd, on sait qu'il a mauvais caractère, on sait plein d'affaires. Hypochondriaque, je n'avais jamais vu ça. J'ai écrit Beethoven, hypochondrie. Bingo, je suis tombé dessus. Il était hypochondriaque. Mais tu ne le trouves pas facilement si tu lis dans Wikipédia. Mais grâce à Google, vous écrivez le mot, vous avez la réponse. Je vous encourage à le faire régulièrement quand vous posez des questions. Alors, revenons à PowerPoint. Le suivant, Matt Damon, un cerf-volant. Un cerf-volant, il y a beaucoup il y a quoi? Il y a de la Terre là-dedans. Hein? Il y a Saturne, trigone Soleil. Il y a Soleil, sextile MC. Il y a Lune, trigone Saturne. Un grand trine de Terre, Matt Damon, ça veut dire quoi? De Terre. Bien important, de Terre. Un grand trine de Terre qui implique les luminaires et Saturne, franchement. Ça ne peut pas être plus quoi? Le côté sérieux. Ben oui, sérieux, structuré, discipliné, tout ce que vous voudrez. Ben oui, Matt Damon. Travaillant. Méthode, self-control, discipline, constance, patience, travail, il est là. Il y a quelqu'un qui a du travail. Regarde, il est là, il est en haut, je le pointe actuellement. Là. Persévérant. C'est vrai qu'il joue souvent des personnages comme ça, mais je ne le connais pas. Alors, vous pourriez faire la recherche. Matt Damon, travail, ou Matt Damon, travaillant. Là, vous allez trouver des références directement, sans être obligé de vous taper toute une biographie. Jane Birkin, grand rectangle, Mercure, Saturne, ascendant MC. Alors, on a Saturne en Lion, au carré de Mercure en Sagittaire, au carré de l'ascendant, etc. Ça vous dit quoi? C'est plus difficile à interpréter parce que là, il y a de l'harmonique et du dissonant. Je vais vous donner la réponse. Ça dit quoi, Marie-Christiane? Fidélité. Oui, ça a de l'allure, mais le mot qui se dégage... Quelqu'un qui est raisonné.
Oui, c'est ça. Jusqu'à un niveau même de prudence. Exactement. Oui. Prudence, autodiscipline, self-control, ténacité, volonté, fidélité, Marie-Christiane, regarde, il est là. Bravo. Je ne l'avais pas remarqué. Le vois-tu? Je le pointe actuellement, fidélité, règle, jugement. Intéressant. Effectivement, on sait que ça correspond à la relation à Gainsbourg. Pink, la chanteuse, une enveloppe, Lune, Jupiter, Neptune, Pluton ascendant. Ça vous parle de quoi? Globalement. Ce que Mastro fait, lui, évidemment, il y a un avantage sur vous, c'est qu'il a un super cerveau électronique. Il décompose tout. Il regarde chacun des facteurs, puis il fait la synthèse, et ça ressemble à de l'intuition. Mais c'est une analyse ultra rapide. Entreprenante. Tu dirais, oui, la réussite. Hein? Entreprenante. Oui, j'aime ça. Ou leadership, mais je ne sais pas si tu as les mots, là. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne la connais pas beaucoup. Ils sont tous là, les aspects ici. C'est le fun. Vous allez dans l'aspectarium, vous cliquez sur ce que vous voulez, et ça vous donne influence, ambition, succès, inspiration, originalité, popularité. Est-ce qu'on a entrepreneurship? Peut-être qu'il est dans la liste plus loin. C'est le mot pour entrepreneur, Marie-Christiane, dans Mastro, c'est entrepreneurship. Je pense aussi entrepreneuriat. Je ne le vois pas. Tu as confiance, oui, c'est ça. En soi et ardeur. C'est pas mal proche. Ouais. J'avoue, le mot est peut-être plus bas. On continue. On finit avec Salvatore Adamo. Les ailes d'oiseau, 2 sextiles et 2 trigones, qui impliquent Lune, Uranus, Neptune et Pluton. La réponse finale, c'est poésie, idéalisme, sentiment, désir, générosité, musique. Alors, ça le décrit très bien, n'est-ce pas? Très, très romantique, etc. Alors, maintenant, on va s'intéresser, vous l'avez reconnu, à moins que vous êtes trop jeune, que vous soyez trop jeune. C'est Clint Eastwood. Autrefois, oui, Clint Eastwood. Ben oui, Clint Eastwood, maintenant, il a l'air de ça, puis peut-être plus vieux que ça encore. Maintenant, vous savez qu'il a une carrière de réalisateur. Il a joué des personnages, évidemment, de héros Western Spaghetti, mais il a joué des policiers violents, il a joué même un boxeur, il a fait des films de boxe. Lui-même est un gars athlétique qui s'entraîne énormément, musculation, course à pied, alimentation, vitamines. Il a fait des sports de combat. C'est un réalisateur. C'est un homme d'envergure, évidemment, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et voici maintenant ses planètes. Alors, il est Gémeaux, avec la Lune en Lion, bon, etc., l'ascendant Scorpion. Si on va s'intéresser uniquement à un aspect dans son thème, c'est le Mars Bélier au sextile de Jupiter. Ça vous dit quoi, ça, un Mars Bélier au sextile de Jupiter? On a fait l'exercice tantôt pour la Lune. Cette fois-ci, c'est Mars. Un Mars Bélier. Fonceur, hein? Oui. Mars Bélier, amplifié par le sextile à Jupiter. Qu'est-ce que tu dis, Marie-Christiane? Combatif. Combativité. Oui, tout à fait. Ça donne aussi des gens compétitifs. Compétition, oui. La confiance en soi. Oui. Très bon. Bravo. Excellent. À date, oui, super, tout ce que vous dites. C'est très, très bon. Alors, oui, effectivement, le Mars-Jupiter est fréquent chez les gens compétitifs qui ont un très bon timing aussi, parce qu'il y a un principe de réussite dans la connexion. Et en plus, ce Mars est en Bélier, qui est fonceur. Est-ce que vous aimeriez voir ce que... Alors, le Mars Bélier, comment Astro va l'analyser? Il l'exprime. Il va l'analyser aux deux bouts. Il va analyser Mars Bélier, sextile Jupiter, d'une part, puis il va analyser Jupiter Gémeaux, sextile Mars, d'autre part. Et moi, je vous ai demandé Mars Bélier, sextile Jupiter. Pourquoi j'en ai deux? Pourquoi je n'ai pas fait dans Mastro Mars Bélier, sextile Jupiter Gémeaux? Parce qu'il y aurait eu trop de cas. J'aurais eu trop de combinaisons. Je suis obligé de les analyser séparément. Sinon, il y aurait eu 50 000 facteurs. Ça aurait été trop compliqué. Alors, on va analyser Mars, Bélier, sextile, Jupiter. Vous l'avez très bien fait. Voulez-vous voir ce que Mme Hirsig écrit là-dessus? Dans les fameuses notes de cours. Je vous laisse admirer. On a de grands projets. Grands, Jupiter, projets qu'on veut et qu'on peut réussir. Fermeté, entrain, élan, sens de la justice. On a de l'enthousiasme. Mars en Bélier, avec Jupiter, de l'enthousiasme pour ce qu'on fait. On y croit. On est prêt à se battre pour y parvenir. Possibilité d'être un chef, un directeur équitable et efficace. Vous étiez évidemment dans la bonne thématique. Comment vous trouvez ça?
Oui, c'est très bien. C'est bon, hein, franchement? Oui, oui. Et la beauté de ça, c'est qu'on ne trouvera pas ça ailleurs parce qu'elle a eu l'idée originale de faire de la combinaison partielle Mars dans un signe avec un aspect. C'est pour ça que son livre n'est pas complet, d'ailleurs. Elle n'a pas rempli tous les trous. Maintenant, aimeriez-vous voir ce que Mastro donne? Oui. C'est ce que Mastro vous donne, avec la méthode que je vous ai tout expliqué aujourd'hui. Énergie, volonté, fermeté, audace, courage, puissance, décision, but. Leadership, dynamisme, action, sport. Entrain, entreprise, réalisation, entrepreneurship, enthousiasme, projet, efficacité, combativité, liberté, peu de contraintes, justice, franchise, élan, commandement, aventure, réussite, envergure, conviction. Ça, c'est le corpus duquel il va partir et qui va combiner avec d'autres pour faire sa synthèse finale. Il va travailler avec ces mots-là. Trouvez-vous que c'est pas pire par rapport à Mme Hirsig? Très bien. Ça ressemble-tu à Mme Hirsig, d'après vous? Beaucoup, un peu, moyennement. Que diriez-vous? C'est sûr que c'est évident, un Mars en bélier en partant. Non, ma question est plutôt, est-ce que le texte de Mastro émule bien le texte de Mme Hirsig, comme j'ai prétendu l'avoir fait? Est-ce que vous trouvez que dans Mastro, par d'autres méthodes que Mme Hirsig, juste par une analyse de mots, la combinatoire, que je suis arrivé à faire quelque chose qui ressemble à Mme Hirsig? Ça a été sorti à l'aide d'une analyse avec des mots-clés, etc. Maintenant, voici la comparaison. Énergie, volonté, numéro 2, elle dit qu'on veut, les projets qu'on veut. 4, fermeté, elle l'a tel quel. Le leadership, numéro 11, chef, un directeur. 5, entrain, il est là tel quel. 8, enthousiasme, il est là tel quel. 1, projet, il est là tel quel. 12, efficacité, tel quel. 10, combativité, battre, se battre, combativité, comme Christiane avait dit. Justice, certes, il est là tel quel. Justice, sans injustice. 6, élan, il est là tel quel. 11, commandement, il est chef, directeur. 3, réussite, tel quel, réussir. 9, conviction, on y croit. En plus, il y a des choses qu'on a que Mme Hirsig n'a pas, comme réalisation, entreprise, entrepreneurship, le sport, la franchise, etc. Et par contre, tout ce qu'elle dit est couvert par Mastro. Il y a peut-être le mot équité qui n'est pas couvert, mais moi, j'ai le mot, j'aurais dû mettre une connexion avec le mot justice. La justice et l'équité, 7. Justice, j'aurais pu englober l'équité avec la justice. Alors, vous voyez que Mastro, quand je vous dis qu'il y a dans Mastro l'équivalent de ce qu'il y a dans Mme Hirsig, pas sous forme de phrase, bien sûr, c'est peut-être moins inspirant, mais bon. Maintenant, le Jupiter Gémeaux, c'est que c'est le Mars, si on le combine, les mots de Jupiter Gémeaux, ça va aller plus vers la vivacité. Hein? C'est-à-dire qu'on va mettre plus l'accent sur l'entrain de Jupiter en Gémeaux, optimisme, plaisir, tolérance, habilité, joie de vivre, envergure. Ce n'est pas ce qui dégage le plus, mais bon, apparemment. Et la synthèse finale, si on combine les deux, ça donne tout ça. Et le mot enthousiasme, c'est drôle parce qu'il a l'air, comme François me le mentionnait, un peu saturnien. Ce n'est pas ce qui dégage le plus, mais bon, effectivement. Enthousiasme, audace, courage, etc. Vous pourrez aller valider ça en allant lire sa biographie sur Wikipédia. Maintenant, voici le devoir. Dans vos fichiers utilisateurs, vous allez choisir 3 thèmes astrologiques. Vous pouvez choisir le vôtre, évidemment. 3 thèmes. 3 thèmes de personnes que vous connaissez super bien. Dans ces 3 thèmes, vous allez faire exactement ce que j'ai fait pour Clint Eastwood. Et d'ailleurs, vous allez l'avoir sur la vidéo, Clint Eastwood, on vient de le faire. Vous allez l'avoir également dans les notes pour réviser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir un aspect pour chacun des 3 thèmes. Un aspect, mettons vous, dans votre carte, un aspect. Ça peut être harmonique favorable ou un aspect dissonant problématique. Une fois que vous avez choisi l'aspect, par écrit, vous allez faire ce qu'on a fait ensemble, là, il y a 2 minutes. Vous allez, pour chacun des aspects que vous avez choisis, en tenant compte de la position des planètes en signe et en aspect, vous allez écrire ce que ça veut dire d'après vous, dans votre propre carte, dans la carte. Vous avez un avantage sur Mastro, vous connaissez les gens. Et vous allez écrire ce que ça veut dire, soit sous forme de phrase ou de mots-clés. Ça n'a pas besoin d'être long, là, 5 minutes. Pour chacun des 3 cas, ensuite, vous allez sélectionner, cliquer l'aspect choisi avec l'aspectarium pour comparer ce que vous avez écrit avec ce que Mastro va vous donner. Mastro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner, mettons que l'aspect que vous avez choisi, c'est Mars, Bélier, Sextile, Jupiter, comme on vient de voir. Il va vous donner 2 paragraphes. Il va vous donner Mars, Bélier, Sextile, Jupiter, puis il va vous donner Mars, Sextile, Jupiter, Gémeaux.
Et là, vous allez comparer ce que vous avez écrit avec ce que Mastro vous donne. Mais vous n'allez pas vous arrêter là. Pour chacun des cas à tour de rôle, vous allez maintenant aller faire l'analyse. Là, il y a une subtilité, et on va finir avec ça aujourd'hui. On va juste finir dans les temps. C'est-à-dire que vous devez dupliquer les interprétations, parce que Mastro, il n'aime pas ça quand il n'y a pas beaucoup de mots. Juste 2 paragraphes, là, il refuse de vous l'interpréter. Si vous lui demandez 2 paragraphes, vous lui dites « Fais-moi l'analyse », ça plante. Parce qu'il n'y a pas assez de mots. Il n'y a pas assez de billes dans le sac, dans votre main. Donc, on le trompe. Qu'est-ce qu'on fait? On va dupliquer les interprétations en 3 copies. Je fais toujours 3 fois. C'est pas grave, c'est les mêmes mots qui sont répétés, donc ça ne va pas introduire de variants, ça ne va pas intoxiquer, ça ne va pas perturber votre liste, c'est les mêmes mots, mais ils vont apparaître 3 fois, et là, Mastro va être content. Vous allez vous mettre dans la fenêtre d'interprétation, puis vous cliquez quelque part dedans, puis vous cliquez CTRL-A. CTRL-A, ce que ça fait, c'est qu'il va sélectionner tous les mots, comme dans Word. Ensuite, vous cliquez une fois sur CTRL-C, il va les copier en background. Après ça, vous faites CTRL-V, V, V. Il va vous donner 3 copies. Et à chaque fois, vous allez avoir assez de mots pour générer un arbre. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Synthèse, sur Analyse, je m'excuse, puis l'arbre va apparaître à la fin. Et je vous conseille dans ce cas-là de faire l'analyse complète. Pourquoi l'analyse complète? C'est qu'elle est structurée. Au lieu d'avoir des mots dans le désordre qui sont uniquement en fonction de leur score, les mots qui matchent ensemble sont groupés. C'est plus facile à comprendre. C'est pour ça qu'on a créé ça. En chacun des 3 cas, comparez ce que vous avez écrit avec l'arbre. Parce que l'arbre, c'est le verdict final de Mastro. Et c'est beaucoup plus important que les textes d'interprétation qui sont un ramassis hétéroclite de mots. L'arbre, il est structuré, il est beaucoup plus facile à retenir et à comprendre. Je peux prendre quelques minutes peut-être pour, s'il y a des questions. Il y a Marie-Christiane qui dit que le mot trine est anglophone. Elle pense en tout cas qu'on devrait dire trigone. Un grand trigone au lieu d'un grand trine. Elle a raison, c'est ce que Vital a fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, mon cher Vital, merci. Bienvenue. Bienvenue. Moi, j'ai une question pour le devoir. Oui. L'aspect qu'on choisit, est-ce que c'est le même aspect pour les 3 thèmes? Non, merci de ta question. Je suis sûr que tu sais la réponse. Tu fais ça pour m'aider, hein, Vital? Non, non, c'est 3 aspects possiblement différents, évidemment. Okay, merci, Vital. Bonne question. C'est vrai qu'il y avait une ambiguïté. Alors, c'est un aspect par personne, mais on le fait pour 3 personnes. OK. C'est pas mal moins gros comme devoir que celui que vous aviez cette semaine, qui était pas mal difficile. Ça, c'est beaucoup plus facile. Surtout si vous prenez votre propre thème, vous prenez un aspect avec lequel vous êtes vraiment familier, et l'enjeu, c'est de vous montrer, en fait, vous avez compris mon intention. Plutôt que de nous vanter en disant « Oh, Mastro, il est bon, je veux vous le faire découvrir », vous allez prendre quelque chose que vous connaissez très, très bien, un aspect dans votre thème. Vous allez... Moi, j'ai une question. C'est Francine qui parle. Oui. Moi, j'ai pas vraiment, en tout cas, j'ai jamais travaillé vraiment avec des mi-points, en tout cas dans mes cours que j'ai eus. Puis, est-ce qu'on va en parler éventuellement? Oui, promis. Oui, OK. Francine, tu as remarqué que je n'ai pas... J'ai passé un peu sous silence, hein, et c'est volontaire, évidemment, parce que je ne veux pas disqualifier que tout le monde commence à dire « Ah, Mastro, c'est des mi-points ». Tu peux même les enlever actuellement dans tes... Tu peux les décliquer dans le natal. Enlève-les pas dans les événements, par exemple. Quand on va y arriver, ils vont être nécessaires. Okay. Mais dans le cas du natal, tu as de très bons portraits sans les mi-points. Parfait. C'est ce que j'ai fait pour l'instant parce que je ne sais pas. Tu as bien fait. Puis on va en parler, puis tu vas voir que c'est pas mal plus simple que tu peux penser. OK, parfait. Merci beaucoup. Oui.